BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotter et puis notre bibliothécaire du jour. Ce sera Eva Jacot. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand animateur de la rubrique livre. Et Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School et président et critique de la Société d'économie politique. Il a toutes les casquettes, la Société d'économie politique. Jean-Marc Daniel, Jean-Marc, on commence avec votre choix, ce livre assez captivant sur le Japon de Karine Nishimura Poupée, La face cachée de la perfection. Oui, alors ce livre... Talendier. Chez Talendier, ce livre, effectivement, est écrit par quelqu'un qui, vu son nom, a un rapport privilégié au Japon. Elle a épousé, c'est une journaliste française qui a épousé un Japonais qui vit au Japon depuis une vingtaine d'années. Et elle raconte ce qu'elle appelle la face cachée du Japon. C'est on a une vision en général assez caricaturale du Japon, un pays où on peut perdre son portefeuille dans le métro, oui. On le récupère au commissariat de police avec l'argent qu'il y avait dedans. Un pays on met pas d'antivol sur les vélos, où il n'y a pas besoin de fermer la porte à clé parce qu'on n'est jamais volé, un pays où il n'y a pas de drogue, un pays où il n'y a pas de quartier de non-droit, etc. Et elle dit, alors tout ça est assez vrai, c'est vrai que le Japon est comme ça, mais il y a un revers de cette médaille. Et d'abord, le Japon est une démocratie, mais alors le livre est structuré par des chapitres qui commencent par un état des lieux, et puis ensuite elle donne le revers de la médaille, un peu son opinion personnelle. Alors elle commence par le monde politique, ensuite le monde de la presse, ensuite justement le monde de la criminalité, ensuite le monde de l'éducation. Elle passe comme ça en revue un certain nombre de sujets. Et à chaque fois, elle dit, en fait, derrière tout ça, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de faux semblants, une certaine forme d'hypocrisie. Elle dit, par exemple, il n'y a pas de drogue au Japon, mais c'est un des pays où on consomme le plus d'alcool et où le tabagisme est toujours extrêmement présent. Et il n'y a pas de criminels au Japon, mais effectivement, il y a les célèbres Yakuza. Alors, j'ai appris ce que ça voulait dire, Yakuza. Yakuza, ça veut dire gens violents, ensemble de gens violents, de gens asociaux. Et donc les Yakuza, effectivement, ils font en sorte qu'il n'y a pas de crime quand il y a une réunion du G7 au Japon, parce qu'il y a l'honneur du Japon qui est en jeu, et donc ils se débrouillent pour qu'il n'y ait absolument aucune manifestation criminelle sous quelque forme que ce soit. Mais de notre côté, il y a aussi des petits voyous qui se disputent, il y a aussi des combats de rue, il y a aussi des choses qui sont des choses comme dans tous les pays développés. Et la conclusion de tout ça, et elle insiste là-dessus, c'est que en fait, le Japon est un pays qui est en déclin, pas uniquement économique, parce qu'elle constate, mais une sorte de déclin moral, une sorte de déclin psychique, psychologique. Il y a de plus en plus de célibataires. Non seulement il y a de plus en plus de vieux, mais il y a de plus en plus de célibataires. Elle donne le nombre de gens qui vivent seuls en disant que c'est en train de restructurer complètement les villes. C'est-à-dire que maintenant, on ne conçoit plus l'urbanisme que pour des appartements avec une seule personne. Et elle dit, en plus, les Japonais le vivent en disant, bon, ben, on va disparaître, personne ne nous regrettera. On était un petit pays isolé, loin de tout, une île, et bon, personne ne nous regrettera. Alors après, elle raconte, pour conclure, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est elle dit, et puis il y a même les traditions les plus fortes disparaissent. On a fait des funérailles nationales à Shinzo Abe quand il a été assassiné, le Premier ministre, et elle dit ça, c'est invraisemblable. On ne fait jamais de funérailles nationales pour l'empereur. Voilà, pour quelqu'un d'autre que l'empereur. Et donc, on a fait des funérailles nationales pour le Premier ministre, quel qu'ait pu être son rôle et quelle qu'ait pu être sa popularité. Elle dit c'est véritablement une sorte de déclin, d'affaissement du Japon. J'ai trouvé ce livre passionnant, bien écrit, avec une petite pointe à la fois d'humour et de sympathie pour ce pays, qui fait que je recommande fortement sa lecture. Christian, cette vision d'un Japon un peu désabusé, résigné. C'est la face cassée du Japon, pas la face cachée, c'est la face cassée du formule, Japon. Belle formule. Excellent. Excellent, il est en pleine forme. Ah, magnifique. Alors moi, je connais rien au Japon. J'ai un pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Je m'y intéresse comme économiste. J'ai grandi comme économiste dans les années 80-90. Évidemment, le Japon était là. Moi, ce que je connaissais du Japon, c'est Robert Boyer, ce qu'il en écrit sur le rapport salarial au Japon. Et il y a un politiste français qui s'appelle Jean-Marie Bouissou, Série, qui est le grand spécialiste du Japon. Et moi, je ne connais le Japon que par les livres de ces auteurs-là. Et ces auteurs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de tracer la dynamique économique
la dynamique économique du Japon. Là, malheureusement, sur l'économie, il n'y a pas grand-chose. Il faut dire que la politique économique, la macro, même la vie au sein de l'entreprise, parce que c'est quelqu'un qui, visiblement, plus est journaliste, qui écrit sur la société japonaise, la vie au sein de l'entreprise japonaise, on n'en sait pas plus. Et du coup, il m'a manqué un axe, une problématique, un angle. Là, c'est un peu patchwork. Jean-Marc l'a dit, un coup on parle d'éducation, un coup on parle de sécurité, un coup on parle de la vie politique, puis un autre chapitre, les Yakuza. Moi, il m'a manqué un angle. Du coup, j'étais un peu un touriste étranger en train de visiter un musée virtuellement, parce que je ne suis même pas dans le pays. Et là, on me dit, oh, regardez, ça c'est la vitrine politique. Alors en fait, c'est plein de gens qui sont un peu corrompus, un peu népotiques et très hiérarchiques. Il n'y a pas de contre-pouvoir interne. Alors, ma pauvre consoeur, notre pauvre consoeur, parce que le chapitre sur les médias, sur la liberté surveillée des médias, c'est pas du tout le même travail que nous. Il faut renvoyer les questions à l'avance. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans une conférence de presse. Le ministre, il vous lit ce que l'administration a proposé, a écrit avant de la première à la dernière ligne. C'est très, très difficile, visiblement, de faire son métier de journaliste. Et si on veut un petit peu secouer, vous partez couvrir un conflit à l'étranger, vous faites prendre, tant pis, il ne fallait pas y aller, mon gars. Vous ne serez pas aidé par la diplomatie locale. On passe un peu par tous ceux qu'on connaît un peu sur le système politique. Alors, sur les Yakuza, moi, j'ai découvert qu'effectivement, à côté des Yakuza présentés comme une organisation très ordonnée, il y avait les Anguré, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais des petits délinquants qui mettent quand même un peu le bazar dans la rue, qui attaquent les gens. Une société très patriarcale. Alors, elle nous dit, attention, l'image de la petite femme japonaise qui dit toujours oui, non, ça marche pas comme ça, les femmes ont aussi une place, mais rien n'est fait dans le système économique, politique, social japonais pour que les femmes puissent prendre de place. Une femme qui fait carrière est vraiment très très mal vue, etc., etc. On passe tout en revue. Et moi, encore une fois, il m'a manqué un axe, une problématique pour que je sache où va ce Japon. Pour un Japonais, pour un étranger qui vit au Japon, on dit, il y a la façade, mais quand on vit là-bas, regardez ce qu'il y a derrière, je pense que c'est intéressant. Pour nous, étrangers, je pense qu'on reste un peu trop étrangers. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans les entreprises japonaises, relisez le fameux Amélie Nothomb. Stupeur et tremblement. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Ça commence à dater un peu. Ça commence à dater un peu, mais c'était quand même une plongée incroyable dans le quotidien de l'entreprise japonaise. Et on passe à votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Michael Liopard, aux origines d'AZF. Alors j'avoue que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit je vais jeter un œil, mais franchement, la production d'azote en France dans l'entre-deux-guerres, c'est quand même un sujet un petit peu pointu. Et puis, allant dans le livre, j'ai été pris. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, c'est un exemple précis, concret, bien analysé de ce que c'est une politique publique, une politique industrielle en France, sur un cas bien particulier, mais que c'est vraiment très démonstratif. L'histoire, elle est facile à comprendre. Au sortir de la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'on manque de production d'azote en France. On peut en apporter, mais en France, on n'en a pas. Or, les militaires en ont besoin pour faire des explosifs, les agriculteurs en ont besoin pour avoir de l'engrais azoté pour pouvoir développer leur productivité. On n'en a pas. Il faut qu'on en produise en France. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on demande aux entreprises privées ? Il y a Kuhlmann, il y a Saint-Gobain qui en font. Oui, mais ça ne marche pas. Donc, on va faire une entreprise publique. Est-ce qu'elle est publique tout seul ou un partenariat public-privé ? Le livre nous raconte pourquoi ça ne marche pas. On va faire une entreprise publique, mais originale dès le début, une autonomie de gestion, en pleine concurrence. Vous vous débrouillez tout seul. Vous n'aurez pas d'aide publique pour pouvoir vous développer. Débrouillez-vous. Faites votre marché dans l'économie de marché. Soyez concurrentiel. Où est-ce qu'on va la mettre ? Normalement, il ne faut pas la mettre à Toulouse parce que pour avoir les produits dont on a besoin, ce n'est pas le meilleur endroit. Oui, sauf que c'est loin de la frontière allemande, donc si les Allemands reviennent, autant qu'on se mette loin. Donc on va la mettre à Toulouse. Quel procédé technologique on va utiliser ? Là, pareil, un procédé français ou un procédé allemand qui existe déjà ? Grosse bataille entre les deux. Finalement, on prend l'allemand, mais il y a des intérêts privés français qui arrivent à se mettre dedans, donc on met des bouts d'allemand, des bouts de français. C'est le bazar total, ça ne marche pas finalement. On va chercher le procédé allemand, on le met en place, et à la fin des années 20, donc tout ça est créé en 1924, donc c'est l'Office national industriel de l'azote, l'ONIA, qui est le prédécesseur d'AZF, c'est pour ça qu'on parle d'AZF sur la couverture. Finalement, à la fin des années 20, ça marche, sauf qu'arrive la crise des années 30, dépression, plus de demande, et en même temps, beaucoup de producteurs européens se sont développés, surproduction, en même temps qu'il n'y a pas de demande, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut monter en gamme, diversifier l'offre et monter en gamme pour s'en sortir. Les entreprises privées disent on ne peut pas. L'État, 1931, commande publique de la part de l'armée, qui va dégager des crédits publics, qui va nourrir l'innovation. Et c'est comme ça que le public va commencer à supplanter le privé. Sauf que pour arriver à se développer, il faut quand même un peu de protectionnisme.
Ah, mais les agriculteurs disent, attendez, avec du protectionnisme, vous allez augmenter le prix de mes engrais azotés, moi ça va pas. Donc bataille entre les intérêts privés, ceux de l'azote et ceux de l'agriculture. Le récit est fait par l'historien, c'est absolument fascinant. Finalement, on arrive à 38. L'Anschluss, alors là, c'est la commande publique à fond, parce que là, les militaires se disent après l'Anschluss, ça va y avoir la guerre. Donc, c'est les militaires qui font beaucoup de commandes publiques. L'entreprise va bien se développer. Après-guerre, elle se développe jusqu'aux années 60 avant de péricliter. Une vraie explication de ce que c'est qu'une politique industrielle, avec juste, je finis un dernier mot, il y a 2 chapitres sur comment l'État gère ses employés. Il les gère très, très mal. Précarité, discipline de gardien de prison, faible rémunération. Il faudra attendre le Front populaire pour avoir un petit peu amélioré. Il sera cassé par Daladier en 1938. Il faudra attendre De Gaulle après-guerre pour qu'enfin ces gens soient bien traités. Jean-Marc Daniel. Oui, alors effectivement, moi j'ai eu un peu le même sentiment que Christian au début, ça va être long et fastidieux, et j'ai trouvé que c'était quand même assez long et fastidieux. C'est quand même un problème très très particulier. C'est l'histoire de cette organisation, donc l'ONIA installée à Toulouse entre 1920 et 1940. AZF est juste un titre d'appel. Hein. AZF n'apparaît pas dans le livre. AZF apparaît dans l'introduction en disant que AZF est l'héritier de cette entreprise, mais que on va étudier. Alors effectivement, c'est une thèse de doctorat. Je salue le travail des éditeurs et de l'auteur, parce que assez souvent... Ça m'a rendu lisible une thèse oui, de doctorat. oui, absolument. Tout à fait, assez souvent les thèses de doctorat. Or là, effectivement, il y a un effort de... Mais il y aurait eu, bon, à mon avis, on aurait pu réduire considérablement le texte. On rentre dans énormément de détails, on se perd. Et franchement, enfin, tout à l'heure, Christian disait, moi, le Japon, il met un peu extérieur. Moi, l'azote met un peu extérieur aussi. Hein. Les enjeux autour de la production d'azote sont un peu extérieurs. Je salue le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, assez vite, vont décrocher. Alors, là où je rejoins Christian, la partie sur la gestion du personnel, sur le fait d'abord que les syndicats étaient obsédés par une chose, obtenir le statut de fonctionnaire pour avoir la sécurité de l'emploi. La seule revendication de la CGT, il explique bien assez bien, c'est surtout à partir des années 30, quand commence à arriver la crise et tout ça, et en face, l'État qui, lui, donc, le refuse et qui se comporte de façon inqualifiable. Ça, c'est vrai que c'est incroyable la façon dont... Et puis, bon, il y a une personnalité, c'est Georges Patard, que je salue avec d'autant plus d'émotion que c'est un de mes anciens. Et donc, Georges Patard, l'archétype du polytechnicien, totalement borné. Enfin. Et donc, vous êtes le digne fils spirituel. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Eh bien, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à un livre qui n'est pas nouveau. Ça tombe bien, c'est le principe des livres d'hier et de demain. Mais par contre, c'est un livre que lisent tous les politiques, même Emmanuel Macron. Ça s'appelle Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli. Alors, c'est qui Giuliano d'Ampoli? Eh bien, Giuliano d'Ampoli, c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'est un écrivain, journaliste et consultant politique italo-suisse. Alors, on a entendu parler de son livre Le Mage du Kremlin en 2022. Ouais. Il est passé d'ailleurs pas loin d'obtenir le Goncourt. Alors son livre, Les ingénieurs du chaos, lui date de 2019. C'est un livre qui a des similitudes avec Le Mage du Kremlin d'ailleurs, puisque l'auteur analyse ici les mécanismes qui ont permis l'arrivée au pouvoir des dirigeants populistes de ces dernières années. Il décrit le rapprochement entre les spin doctors et les experts du big data qui ont permis à Salvini, Bolsonaro, Trump ou encore aux partisans du Brexit d'arriver au pouvoir. Alors plus précisément, qui sont ces ingénieurs du chaos? Eh bien, ce sont des conseillers d'hommes politiques, des techniciens de l'information, des geeks ou encore des idéologues. Ce sont eux qui fabriquent leur succès. C'est un nouveau métier qui réunit plusieurs casquettes. Ils travaillent sur l'exploitation de la colère et les algorithmes. Selon l'auteur, eh bien, ils réinventent une propagande en utilisant les réseaux sociaux et transforment le jeu démocratique. Ils donc fédèrent des groupes, des extrêmes avec des messages ciblés pour former une majorité. Est-ce que c'est un nouveau métier en fait Oui, c'est totalement un nouveau métier. Avant, la technique était moins importante. Les conseillers politiques avaient un cursus de sciences politiques ou bien c'était des journalistes. Enfin, on avait des profils plutôt mixtes. Ça bricolait, on va dire. Ça bricolait si vous le dites. Ça bricolait. Or, le bras droit, par exemple,
le livre a été écrit il y a 4 ans. Donc, l'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, lui, il a étudié la physique avant tout le reste. Alors, ce n'est plus Sciences Po qu'il faut faire. Il faut maintenant savoir manier les données. L'auteur parle aussi de l'ascension du mouvement 5 étoiles, le parti politique italien. Il cite aussi Steve Bannon, qui a participé au lancement de Cambridge Analytica, et il dit de lui que c'est un homme d'orchestre du populisme américain. Pourquoi ce livre fascine autant les politiques aujourd'hui ? Bah oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux à l'avoir lu c'est en ce moment, là, dernièrement. Alors, c'est perçu comme un guide d'outils pratiques, des moyens qui aideront à contrer ce phénomène. Par exemple, Laurent Wauquiez, lui, le voit comme une introduction aux pratiques en matière de données. Clément Beaune, quant à lui, trouve une analyse nécessaire et glaçante qui montre, je cite, à quel point le populisme actuel est une industrie organisée et cynique et non un hasard politique reposant sur quelques individus. Aujourd'hui, Giuliano D'Ampoli, il est en train d'écrire la suite. Il travaille sur l'évolution des ingénieurs de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Eva Jaco. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotter, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Première étape de notre tour du monde hebdomadaire, la Turquie, dans la région de la mer Noire. Réaction d'Ankara à la guerre en Ukraine. Oui, samedi dernier, le chef de l'État ukrainien a affirmé que son pays allait recevoir des navires de guerre afin d'assurer la sécurité du corridor céréalier de la mer Noire. La veille, le chef de la diplomatie turque a déclaré, lui, que le moyen le plus efficace d'éliminer les menaces, c'est la négociation. Et Ankara redit sa disponibilité en tant que médiateur. Daria Isachenko, du Centre d'études appliquées sur la Turquie au SWP à Berlin, explique dans ce travail de recherche comment la politique turque dans cette région de la mer Noire résulte non seulement d'une relation complexe avec la Russie, mais aussi de la difficulté de la relation avec l'Occident bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Pour cette chercheuse allemande, Turcs et Russes sont une vision commune d'un ordre régional, celui de la mer Noire, qui exclut les acteurs extérieurs de cet espace qui leur est commun. Cela se constate, selon Daria Isachenko, par la manière dont la Turquie interprète la Convention de Montreux de 1936, qui détermine l'exercice de la libre circulation dans les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. En vertu de ce traité, Ankara joue un rôle charnière dans l'accord sur les céréales de la mer Noire, signé en juillet 2022, puis reconduit à 2 reprises. C'est la Turquie qui décide des tonnages admis des flottes provenant de l'extérieur. La position sur les gazoducs qui traversent la région reflèterait également certains des mêmes principes fondamentaux de politique étrangère. Ankara n'est plus intéressé à agir comme un pont entre l'Est et l'Ouest, mais à atteindre le statut de puissance moyenne équidistante, je cite. Ankara affirme ses intérêts économiques, sa lecture géopolitique, mais Daria Isachenko souligne, contrairement à la Russie, et qu'une opinion qu'on entend marteler ici en Europe occidentale, la Turquie ne cherche pas en fait un affrontement fondamental avec l'Occident. Aussi, pour l'experte allemande, il faut concevoir un rôle particulier, spécial des Turcs en mer Noire, en dépassant les seuls cadres un peu obsolètes de l'OTAN et de l'Union européenne. La génération Z va dépasser l'an prochain les baby-boomers dans la main-d'œuvre américaine. Et ça change beaucoup de choses, Benaouda. Effectivement, Glassdoor, qui est la plateforme américaine très connue où les salariés évaluent leur environnement de travail, exploité dans ce travail d'analyse par des économistes les données de l'administration du recensement. Et aux États-Unis, en 2024, la génération des baby-boomers, née donc jusqu'au début des années 1960, après l'après-guerre, va compter 17,3 millions de travailleurs, là où celle née à partir du milieu des années 1990 est à 17,1 millions. Donc, les courbes vont se croiser l'année prochaine. Ce qui va induire davantage encore une adaptation aux façons dont voit le travail cette nouvelle génération américaine des Zoomers, en référence aux boomers. Ah oui. Alors pour l'économiste en chef Aaron Terrazas et ses collègues, les entreprises sont obligées d'ajuster les avantages sociaux qu'elles offrent et leur stratégie d'engagement vis-à-vis de leurs employés de cette nouvelle génération américaine qui se montre particulièrement soucieuse de la transparence des salaires notamment. Les 3/4 d'entre eux seraient tout à fait disposés à en parler avec leurs collègues d'à côté quand ils ne sont que 2 sur 5 au sein de la prochaine vague de retraités, les baby boomers. Cette volonté de transparence est censée s'accompagner de davantage de débats quant à la
diversité, quant à l'inclusion. La revendication d'une culture de travail plus informelle s'impose également, avec une survalorisation de la petite entreprise, car moins rigide que le grand groupe des aînés. Mais d'après les projections présentées, la génération Z va quand même devoir attendre que la Y, celle d'avant, née avant, cède la place au début des années 2040, donc encore une petite quinzaine d'années, pour que sa perception du monde du travail prenne véritablement le dessus, à moins qu'il soit en réalité impossible d'établir une typologie générationnelle aussi large, ce qui amène aussi à réfléchir par stéréotype et donc par cliché. Et alors, votre dernière étude du jour, Benahouda, c'est une de ces études dont vous avez le secret avec ce titre énigmatique que je vous livre, mesdames et messieurs, mais vous allez tout savoir dans quelques instants. Des vies animales incarnées dans la perte et le gaspillage de nourriture. Alors, Dites-nous en plus. Ce n'est pas de la poésie, c'est encore une fois de l'économie. Les pays, quoique peut-être parfois ça Exactement, rime. vous avez raison. Les Pays-Bas comptent, il faut le voir, la concentration de bétail la plus dense du continent européen. C'est une superpuissance du bétail. Ah ouais. La cinquième économie de l'Union européenne dispose à ce sujet d'une expertise donc de premier rang mondial. Et une équipe de recherche de l'université Leiden établit ici que la totalité de la viande produite dans le monde, pratiquement un sixième finit à la poubelle. Cela signifie que près de Un sixième. un sixième, oui. C'est 52,5 millions de tonnes de viande désossée et comestible, donc prête à être grillée, qui ne sont pas consommées, ce qui représente chaque année un gaspillage de 18 milliards de poulets, de dindes, de moutons, de porcs, etc. Et Julian Clora et ses co-auteurs expliquaient là, en amont la mort d'animaux avant l'abattage, ou bien le stockage défectueux, le mauvais transport, etc. Et cela concerne là plutôt les pays en développement. Alors que dans les économies industrialisées, c'est du côté de la consommation finale qu'est à déplorer le trop-plein de déchets. La distribution, petite ou grande, procède ainsi souvent à des commandes mal calibrées, trop élevées. La restauration, comme les ménages, ont également du mal à calibrer les besoins. Les portions sont surdimensionnées, ce qui fabrique aussi du déchet. Et aux États-Unis, mais aussi dans des grands émergents comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, les résultats s'avèrent en la matière particulièrement mauvais, je cite. Cette recherche ne prétend pas livrer une solution clé en main pour réduire cet extraordinaire gaspillage, mais pour Julian Clora et ses collègues, il serait aussi utile de s'y attaquer, outre des considérations des auteurs sur la souffrance animale, en raison d'un impact positif que cela aurait au terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que près de 15% pourraient être attribués au bétail, avec le bœuf en pollueur le plus important. Moins de viande gaspillée, c'est moins de bœuf produit, donc moins de méthane qui intensifie la génération d'ozone. Un cercle vertueux selon ce schéma néerlandais. Absolument. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour Alors aujourd'hui? j'ai choisi un livre dont on pourrait considérer que c'est plus qu'un pamphlet, que c'est un organe. Ça s'appelle Plastic Bashing l'Intox. Et effectivement, alors le livre, il défend son point de vue, hein, il est là pour défendre le plastique, mais il ne le fait pas de façon caricaturale. Et je trouve que c'est assez... ça devrait ébranler un certain nombre de gens dans leurs convictions. Le plastique, c'est pas aussi négatif, aussi noir, aussi dangereux. Et surtout, le plastique évolue avec le temps. Le plastique s'adapte. Le plastique n'est pas forcément la menace systématique que certains veulent nous présenter. C'est Très Recherche Midi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais... Très bien. Christian Chavagneux. Le dernier numéro de Journal of Economic Perspectives, c'est une revue américaine. Il y a un papier dedans, un article très très dérangeant. Les auteurs ont regardé les thésards, les gens qui ont une thèse en économie par rapport aux États-Unis, par rapport aux gens qui ont une thèse en n'importe quoi d'autre. Et si on se concentre, il y a beaucoup d'étrangers aux États-Unis. Si on enlève les étrangers, qu'on se concentre sur les Américains, c'est les 2/3 des thésards en économie aux États-Unis qui sont issus d'un parent qui a au moins le master ou plus. Alors que c'est 50% dans le reste des autres disciplines. Si vous allez dans les 6 universités, le top 6 des universités en économie, vous avez 80% des thésards, des gens qui ont une thèse en économie du top 6 américain, dont les parents ont le niveau master au plus, 5% qui n'ont pas fait d'études supérieures. Il y a c'est une étude sur la diversité sociale des thésards, et en sciences économiques aux États-Unis, c'est de plus en plus des gosses de riches qui sont docteurs en économie. C'est très perturbant. Allez, moi je termine avec 2 livres. Alors vous savez qu'on reçoit
des moissons de livres sur le management, etc. Il y en a beaucoup. Là, j'en ai 2 qui m'ont interpellé. On vous fera des petites moissons régulièrement. Le premier, c'est Sandrine Godefroy Evangelista. Ça s'appelle La Nouvelle Élite aux éditions BB4 Books. L'auteur, c'est 25 ans d'expérience dans la transformation des grands groupes. Et alors, elle part de ce constat que les femmes ne prennent pas leur place de leader. Elles sont de plus en plus nombreuses même à quitter leur entreprise. C'est cette statistique qui m'a interpellé. Pour chaque femme directrice promue au niveau supérieur, 2 femmes directrices choisissent de quitter l'entreprise. Et donc, comment expliquer cette situation? Comment ne pas la subir? C'est très intéressant. Et puis, Christopher Guérin, pour aller dans le bon sens, aux éditions du Cherche Midi. Alors, lui, il invente le terme, enfin, il utilise le terme de permacrise, la crise permanente. Et donc, quel modèle de management peut résister à cette situation de crise permanente? Il a une réponse, comme beaucoup de consultants, ça s'appelle l'E3, et c'est les 3 E, c'est environnement, économie, engagement, le modèle qui parvient enfin à faire converger l'ensemble de ces notions. Voilà, il a trouvé la remède miracle. Christopher Guérin, pour aller dans le bon sens au Cherche Midi, à vous de vous faire votre avis, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture.